Alors, bienvenue à l'Institut d'éthique appliquée. Samuel Mercier, je pense que vous êtes un régulier de l'Institut d'éthique appliquée depuis 2012 que je connais, même avant que je connais vos travaux. Vous êtes présentement, vous avez été nommé directeur. Élu, oui, pardon, c'est vrai. Là-bas, c'est une élection, en effet. Donc, vous avez été élu à l'Institut d'administration des entreprises, ce qu'on appelle en France l'Institut IAE, là. Donc, bravo pour cette élection. C'est un mandat de 5 ans. 5 ans? D'accord. Donc, j'aimerais revenir sur un livre que vous avez écrit en 1999 qui s'appelle L'éthique dans les entreprises. Ce livre qui découle de vos travaux de thèse, vous avez soutenu en 97. Exact. Et donc, vous avez fait 3 éditions de ce livre qui a été quand même assez populaire. Une édition en 2004, une édition en 2014. Et ici, votre premier livre a eu une certaine résonance, un écho. Ça permettait de clarifier les concepts. Puis, étant donné que c'était dans le champ de ce qu'on appelle le business ethics, ce que nous, à l'Institut, on appelle l'éthique organisationnelle. Moi aussi. Ça a retenu énormément notre attention. Donc, pouvez-vous me parler un peu du contexte? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'éthique? Alors, l'anecdote, c'est qu'en 1989-1990, je suis rentré à l'École normale supérieure de Cachan, l'ENS, et on avait à préparer l'agrégation en économie et gestion. Et on avait tous des mâles avec des thèmes. Et un thème qui était un peu à l'époque novateur, c'était le thème de l'éthique. Et mystérieusement, c'est un thème qui m'a intéressé, au moins pour commencer ces révisions. Je me souviens d'un ou 2 articles académiques, les tout premiers là-dessus. Et puis, quand j'ai préparé l'agrégation, je l'ai eu, et ensuite j'ai fait un DEA, Master Recherche, on dirait maintenant, en tout cas en France. Mon futur directeur de thèse m'avait évoqué des thèmes porteurs en disant des thèmes qui allaient se développer et avait abordé cette question d'éthique dans les entreprises. Et ça m'est resté. Donc, au moment de choisir mon sujet, je suis allé le voir en lui disant, voilà, j'ai choisi mon thème, ça sera l'éthique dans les entreprises. Et à l'époque, c'était un thème qui commençait à faire parler de lui, mais qui était un thème de relations publiques dans les entreprises. C'est-à-dire que quand on demandait à quelqu'un dans une entreprise d'en parler, on nous renvoyait à la direction de la communication, des relations extérieures. Il y avait déjà des choses qui étaient faites, par exemple Danone, un document sur les responsabilités de l'entreprise suite à la restructuration de toute l'infrastructure agroalimentaire en France. Mais il y avait très peu de choses autres que des prises de position très clivantes, des pro-business ethics, en important la vision américaine de l'éthique, en disant c'est un lieu, l'entreprise, où on peut apporter des valeurs, des principes, où il faut introduire des règles, et d'autres pour qui, carrément, c'était un thème qui donnait des boutons, en disant mais on n'a aucune légitimité à parler de ce thème, c'est un thème philosophique, et laissons-le aux nobles philosophes. Et c'est dans ce contexte que j'ai commencé mes travaux. À l'époque, j'ai été très, très bien servi par quelques scandales de dirigeants mis en examen pour des affaires, alors plus pour complicité, parce qu'il y avait des malversations au niveau de très grandes entreprises, qui fait que tous les dirigeants, on va dire ça, c'est en 1994, ont commencé à s'intéresser à cette question de l'éthique et à la façon dont l'entreprise devait y répondre. Et en quelques années, j'ai vu les portes s'ouvrir, les documents se développer, des chartes éthiques ont commencé à fleurir. Et au tout début, c'est vraiment dans ce contexte d'émergence que j'ai pu rédiger ma thèse, qui est devenue, en tout cas, il y a eu une émanation pour en faire un premier ouvrage. Et c'est vrai que ça a eu un certain écho, je dirais, parce que c'était la première publication accessible. L'objectif, c'est de rendre ce thème qui est quand même compliqué, accessible à tous, l'éthique pour les nuls ou quelque chose comme ça. Et avec mon idée d'en faire un objet pédagogique, c'était dans les prérequis de la collection Repères, d'avoir toutes les 2 pages un schéma, un dessin ou quelque chose qui ne fatigue pas le lecteur et qui lui permette d'accéder, de vulgariser et d'accéder à cette thématique sans trop de coûts d'accès, de coûts d'entrée. Et donc, le thème a ensuite une certaine portée alors dans les milieux académiques,
Je dirais qu'on est passé de la marginalité au courant dominant quasiment aujourd'hui, où tout le monde travaille sur ces questions, même si on n'appelle pas ça éthique parfois. Mais en tout cas, les premiers colloques étaient assez exotiques, relégués en fin de session, quand on est doctorant ou jeune docteur, dans des sessions un peu éloignées des stars de la manifestation académique. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus très bien s'il faut travailler sur autre chose que ça. Donc ce contexte, moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler sur un thème qui était en évolution en même temps que mes propres réflexions. Et cet ouvrage, oui, il a eu un certain succès parce qu'il y a eu certains événements positifs comme le mettre au programme de concours d'entrée, notamment de certains des IAE à une époque. Donc j'en ai vendu, je continue à en vendre quelques-uns, mais j'en ai vendu plus de 12 000 exemplaires ou quelque chose comme ça, ce qui pour ce type de publication est plutôt correct. En effet, exactement. Mais parlons-en de l'éthique dans l'entreprise, parce que ça pourrait être l'éthique de l'entreprise. Hein? Il y a toujours cette petite nuance de vocabulaire. Comment définissez-vous l'éthique dans l'entreprise? Parce que c'est le choix que vous avez fait. Ouais, c'est l'éthique dans les entreprises, et pour moi, ça recouvre les deux choses. Toutes les questions qui se posent d'éthique, c'est-à-dire la réflexion sur savoir comment agir, qu'est-ce que le bien agir, distinguer la bonne de la mauvaise façon d'agir. C'est valable aussi bien pour les salariés des organisations de toutes sortes, pour les personnes, les acteurs des organisations. C'est aussi valable pour l'équipe dirigeante parce que ça demande une prise de position officielle, sans doute. Et donc, entre éthique organisationnelle et éthique dans l'organisation, il peut y avoir un clivage important. On a un décalage parfois entre les discours et la réalité. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, cette question de l'éthique recouvre les deux aspects. Et l'enjeu est de doter l'entreprise d'outils qui permettent de faire progresser la réflexion éthique et peut-être aussi de mieux appréhender les thèmes majeurs autour de l'éthique dans un angle managérial et pas seulement purement philosophique ou purement individuel en termes de questionnement individuel. Même si pour moi, l'origine de l'éthique, c'est un questionnement individuel qui renvoie à sa propre action. Comment on agit, est-ce qu'on est conscient des conséquences de nos actes, et donc c'est une éthique appliquée dans un contexte qui est celui de l'organisation, avec la prise en compte des conséquences de l'activité de l'entreprise ou de l'organisation sur son environnement, ce qui amène à la question de responsabilité sociale de l'entreprise ou de l'organisation. Et comment définissez-vous les deux, justement, parce qu'il y a souvent de la confusion entre la notion de responsabilité sociale de l'entreprise et l'éthique dans l'entreprise. Alors, il y a des fois un petit brouillard entre les deux. Pour moi, c'est deux thèmes qui se recouvrent. Ça veut dire qu'il n'y a pas parfaite synonymie parce qu'on va trouver des thématiques plus proprement dites éthiques quand ça renvoie à la conscience personnelle, à l'individu et pas seulement à l'employeur, alors que dans la responsabilité sociale de l'entreprise, ça renvoie quand même à l'équipe dirigeante qui personnifie ce qu'est une entreprise et ses actions, ce à quoi elle se destine. Et donc, alors, c'est une question qui, à mon sens, l'idée de responsabilité, au départ, renvoie davantage à une dimension juridique. Donc, le terme de responsabilité a été utilisé pendant très longtemps dans un contexte juridique pour essayer de faire payer les coupables, en tout cas d'identifier les responsables et d'avoir un système de réparation, un système de punition ou de dédommagement. Et quand on a élargi à l'idée de responsabilité sociale, ou on pourrait dire responsabilité éthique de l'entreprise, pour moi, c'est l'engagement qui doit être celui de l'employeur quand il personnifie les actions d'une entreprise. Alors, c'est un peu complexe parce qu'une entreprise ou une organisation, c'est bien autre chose que le noyau de l'équipe dirigeante. Bon, ça recouvre l'ensemble des salariés, mais on s'intéresse en interne et sur son environnement à la prise en compte des dilemmes éthiques et à la façon d'y répondre et à la conscience de l'impact que l'entreprise, l'entité entreprise a sur son environnement au sens large. Donc, entre éthique et responsabilité, je dirais parfois, pour moi, il y a toujours... pour moi, l'éthique, c'est beaucoup plus large.
ça veut dire qu'il y a toujours un fondement éthique dans l'idée de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça renvoie aux convictions profondes que l'on a en tant que représentant du monde de l'entreprise et à la façon dont on va essayer d'appliquer des valeurs, des règles, des principes sur son milieu de travail et des conséquences sur son environnement. Voyez-vous une synergie parce que là, on voit bien que c'est comme, de ma compréhension, deux entités distinctes, hein? La responsabilité sociale, la responsabilité éthique. Donc, vous en faites une différence, une qui semble plus juridique, puis l'autre... Au départ, c'est ça. Et les premiers articles académiques sur ces questions remontent au début du XXe siècle. Et il y a déjà à l'époque en germe les 3 dimensions éthique, responsabilité sociale, gouvernance. Ça se recoupe. C'est pour moi la même chose, mais vue sous des angles différents. Okay. Avec l'éthique qui est plus effectivement avec un fondement philosophique. La responsabilité, c'est juridique, voire managérial. Très vite, en tant que manager, quelles sont nos responsabilités? Et la gouvernance, c'est la question du pouvoir, le partage du pouvoir autour des organisations. Et quand on a une vision large de la gouvernance, on se rend compte qu'on touche très vite à des questions d'éthique organisationnelle, à des questions de responsabilité de l'entreprise. Bien, parlons-en justement de la question de pouvoir. Alors nous, par exemple ici, les chercheurs qui travaillent en éthique organisationnelle vont parler du fait que l'éthique peut s'institutionnaliser par le top jusqu'en bas, donc par l'équipe managériale, l'équipe de direction. Et une autre procédure serait que l'éthique émerge de la base pour par la suite se formaliser et s'institutionnaliser au sein de l'organisation. Étant donné vos intérêts de recherche qui étaient l'institutionnalisation de l'éthique en entreprise et au sein de la gouvernance, est-ce qu'il y aurait une façon qui donne plus de résultats selon vous en termes d'institutionnalisation, justement? Est-ce que c'est la méthode top-down ou bottom-up qui donnerait un peu plus là, de prise? De chair. Oui, c'est ça, au sein de l'organisation, du moins pour les travailleurs. Sans doute, la première réponse à dire, c'est que ça dépend du contexte organisationnel. Et moi, je vais renvoyer à quelque chose d'assez intéressant qui a eu un impact en France, mais aussi aux États-Unis ces derniers mois. C'est le regain d'intérêt pour la nature de l'entreprise, son objectif et sa raison d'être. En France, il y a quelques mois, l'Assemblée a finalisé l'adoption de la loi Pacte, qui permet aux organisations, aux entreprises d'introduire cette idée d'être une entreprise à mission. Aux États-Unis, il y a la notion de Big Corporation. Et en août, une tribune de très grands dirigeants d'un groupe de réflexion, le Business Roundtable, a pris position pour une vision ouverte de l'entreprise avec un objectif beaucoup plus large que la maximisation des profits pour les seuls actionnaires. Et donc, pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut commencer par le haut, est-ce qu'il faut laisser émerger sur le terrain les préoccupations d'ordre éthique et la façon de les résoudre, je dirais qu'il faut trouver la bonne convergence entre les 2 dimensions. On attend nécessairement une forte exemplarité du dirigeant. C'est à lui de donner le ton. Et puis un proverbe asiatique qui dit que le poisson pourrit par la tête. Donc, si on veut éviter les mauvaises conduites et les dérives, il faut qu'il y ait une exemplarité au sommet et qu'on montre la voie. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il faut bien évidemment que les acteurs sur le terrain s'approprient les questions d'éthique et y trouvent parfois des moyens de résolution adaptés. Parce que sinon, c'est délétère d'avoir au sommet un discours d'exemplarité apparente, où on dit la corruption chez nous n'a pas lieu d'être. Or, parfois, il y a une pression sur les opérationnels pour qu'ils atteignent les objectifs de performance tels qu'ils sont nécessairement conduits à corrompre ou parfois à avoir des dérives dans leur comportement juste pour obéir à ces injonctions. Donc, les injonctions paradoxales, ça a un effet totalement délétère sur le climat éthique d'une entreprise ou d'une organisation. Ce qui veut dire qu'il faut trouver la bonne convergence avec des moments, des espaces de discussion autour de l'éthique, quelle que soit la hiérarchie, quels que soient les intérêts de chacun, décentrer son propre intérêt et de temps en
temps également un cadre qui rappelle que c'est à l'employeur d'avoir la manifestation de sa responsabilité, et pas seulement juridique, mais sur un plan social. Donc, il faut trouver la bonne adaptation, je dirais, je commencerai par là, identifier ce qu'est l'ADN de l'organisation, sa raison d'être, et s'accorder tous les acteurs pour en la formaliser et pour en avoir une conscience, peut-être pour clarifier cette conscience de ce qu'est le but de l'organisation. Et à partir de là, découle ensuite la mise en pratique, le vécu sur le terrain. Et pour moi, je rappellerai certains travaux, notamment dans les années 1990, sur le fait que l'éthique, c'est un cheminement, c'est une réflexion qui n'a pas de fin. C'est pas une recette toute faite qui permet en 10 minutes de plaquer des bonnes pratiques et de se dire ça y est, on a résolu le problème. À chaque organisation, de trouver sa propre manière d'adapter sa conduite dans le milieu de travail, dans le milieu organisationnel. Mmh. Mais justement, le fait que ce soit une réflexion, plusieurs vont voir l'éthique ou les chartes éthiques qu'on implante dans les organisations comme appartenant à une catégorie qu'on nomme souvent la soft law versus le droit dur. Hein? On emploie ce terme dans différents milieux. Alors, quel est le pouvoir réel d'une charte éthique en organisation? Est-ce que c'est juste, par exemple, d'expliquer que ce sont ces valeurs-là. Si on prend l'exemple que vous avez donné, puis notre raison d'être, ça rime à ça, puis on a des conduites, puis les hauts dirigeants essaient d'être exemplaires. Mais la prise sur le réel d'une charte éthique, quelle est-elle réellement par rapport au droit? C'est tout ça, c'est un rappel des règles de droit. Mais des études ont montré qu'il était nécessaire d'effectuer des rappels régulièrement pour permettre aux salariés d'être conscients du cadre dans lequel ils évoluent. Donc rappeler des évidences, c'est jamais inintéressant, parce que parfois on a tendance à les oublier, ces évidences ou ces règles fondamentales. Donc pouvoir les rappeler régulièrement. Et je dirais, pour moi, en tout cas, c'était l'objet de mes travaux sur la formalisation de l'éthique, c'est un ensemble de valeurs qui renvoient à la nature profonde de l'organisation et des acteurs qui y contribuent, des principes de conduite qui font notamment, qui formalisent la responsabilité de l'organisation, et des règles qui sont censées permettre d'être adaptées au quotidien, adoptées, appropriées par les acteurs. Donc cet ensemble de valeurs, de principes, de règles. Si, encore une fois, la charte est adoptée avec, de façon cérémoniale, avec une préoccupation réelle, avec des relais comme des quiz sur intranet qui permettent aux salariés de s'auto-former, et puis peut-être des séminaires de sensibilisation pour montrer tout l'intérêt qu'il y a à avoir connaissance de ces chartes et pour en faire un objet pratique, alors oui, elles seront utiles. Mais si on les adopte en 15 jours à l'aide d'un consultant en copiant ce qu'a écrit le concurrent ou dans un autre secteur, et qu'on dit ça y est, on est rendu, on est arrivé au bout de notre réflexion, alors là, on aura un document qui sera oublié dans un coin du site web de l'entreprise pour faire beau. On aura une démarche de communication pure, artificielle, et pas ancrée dans la réalité de l'organisation. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, je dirais, qu'avant, de pouvoir, sans risque, faire apparaître une éthique de façade et penser que les salariés en interne vont adouber cette technique et ne pas se manifester. Donc au contraire, l'enjeu est aujourd'hui de trouver une profonde cohérence entre ces outils qui sont devenus nécessaires dans l'enjeu de la performance, l'évaluation de la performance globale de l'entreprise. Avoir une charte et des valeurs formalisées, c'est devenu indispensable. L'enjeu, c'est de les rendre le plus proche possible de la réalité de l'environnement des salariés. Et puis aussi, si on prend l'ensemble des parties prenantes, il faut que ça puisse se concrétiser par des actes et pas seulement par des discours. Donc, une fois qu'on a cette charte-là en entreprise, c'est d'actualiser par différents mécanismes, dispositifs au sein de l'organisation. Puis à partir de là, on pourrait parler que l'éthique s'institutionnalise dans l'entreprise. Exactement. Et quelle serait une institutionnalisation éthique idéale, selon vous?
L'idéal, c'est le document suffisamment souple pour pouvoir être utile à chaque situation parfois majeure de crise, mais aussi à chaque micro-problème pour servir de guide, de repère, et sans que ça puisse au contraire être trop flexible avec un contenu trop évolutif. Donc il faut trouver cette souplesse entre des injonctions, des principes de base qui représentent vraiment, qui incarnent vraiment la culture de l'organisation et qui trouvent leur application au quotidien, à tout moment. Ça se met en évidence parfois lorsqu'une organisation a géré une crise majeure. Les salariés n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir ce qui est écrit. Ils ont ça ancré en eux parce que l'écrit correspond totalement à ce qu'est la culture de l'organisation. Je ne sais pas si c'est la même chose en France qu'ici au Québec, mais souvent on va voir le fait de porter l'éthique auprès des hauts dirigeants ou par exemple par un groupe, mais rarement par les syndicats. Alors, je ne sais pas comment ce triptyque-là s'opère en France entre l'employeur, l'employé, les syndicats face à cet objet-là qu'est l'éthique et son institutionnalisation. Ça dépend des syndicats. La CFDT en France s'est emparée des questions d'éthique il y a plusieurs années, mais c'est vrai que pour d'autres syndicats plus contestataires, c'est un thème avec lequel ils sont relativement mal à l'aise parce que ça renvoie plus à une autorégulation des acteurs et que dans le monde syndical français, avec une centralisation historique et le poids clé de l'État, le rôle de l'État, on veut plutôt que ces questions d'éthique passent sous l'angle de la loi. Et en France, souvent, on raisonne beaucoup avec l'adoption de lois qui intègrent des questions d'éthique. Enfin, moi, je dis toujours que la loi, c'est le droit, c'est une éthique minimale imposée. Et en France, on a sans doute beaucoup de réticence à aborder explicitement les questions d'éthique. Donc, c'est vrai pour tous les acteurs autour de l'organisation, pour les syndicats aussi. Et on a tendance à penser qu'en adoptant des lois adaptées, il n'y aura plus forcément à aborder explicitement l'éthique. Bon. Heureusement, on voit que l'enjeu essentiel maintenant, c'est l'application du droit, des règles de droit. Et au niveau mondial, c'est devenu impossible. Et heureusement, il y a une évolution avec des lois incitatives qui incitent les organisations à s'autoréguler, à adopter des pratiques plus socialement responsables ou plus éthiques. Et tout ça se fait dans le cadre global, le cadre mondial, notamment des organismes de type Nations Unies, comme le BIT, le Bureau international du travail, qui a fêté ses 100 ans l'an dernier, qui fonctionne avec les règles du tripartisme, qui est quand même en crise aujourd'hui, parce que le tripartisme est parfois difficile à atteindre. Mais je dirais que dans cette espèce d'idée de réguler le capitalisme mondial pour avoir un modèle plus socialement responsable, il faut nécessairement que les syndicats s'emparent de cette question de l'éthique ou de la responsabilité sociale. Et il faut que ça soit plutôt un lieu de convergence des intérêts des uns et des autres et ne plus compter que sur l'État, que sur le droit pur et local ou national pour résoudre les problèmes éthiques. Donc, si je résume très, très brièvement, ça pourrait servir, la charte éthique au niveau des 3 acteurs, pourrait servir d'instrument de dialogue. Dans l'idéal, oui, même si la charte est souvent adoptée de façon unilatérale par l'employeur et laisse assez peu de place à la régulation sociale, à la négociation avec les syndicats. Alors, c'est paradoxal parce que c'est pas forcément un souhait des syndicats, de certains en tout cas, puisqu'ils considèrent que l'objet charte éthique ne leur appartient pas, que c'est des discours pour faire beau ou parfois une violation de la vie privée des salariés quand ça concerne des règles très précises, comme les entreprises d'origine anglo-saxonne introduisent des questions de conflit d'intérêts, de dilemmes en tout genre à résoudre en suivant le guide, le code de conduite. Donc, une difficulté à s'approprier cet outil, parfois une volonté de nier sa légitimité, et pourtant, ça pourrait être effectivement
l'objet d'une réflexion, le fruit d'une réflexion commune de la direction, des institutions représentatives du personnel, voire de l'ensemble des salariés, pour pouvoir mettre en avant un artefact de ce qu'est le climat éthique d'une organisation. Vous avez parlé à l'instant de conflits d'intérêts qui étaient vraiment dans une perspective anglo-saxonne. En France, est-ce qu'on parle de conflits d'intérêts? On en parle, c'est venu, la vague de l'éthique est venue de l'Amérique du Nord. Je pense aussi que le Québec a joué un rôle d'interface et de passeur entre l'éthique explicite américaine, anglo-saxonne et la vision européenne, qui était jusque-là plus implicite et plus tournée vers une régulation juridique plus classique. Et donc, on en parle, même si je considère qu'en général, quand les dilemmes éthiques, ou quand il y a une grosse crise avec des scandales très médiatisés, il y a un côté positif. C'est bon pour ceux qui s'intéressent à promouvoir l'éthique dans les organisations, parce qu'on se dit, mais enfin, aux organisations d'introduire davantage d'éthique et de résoudre le problème des conflits d'intérêts, etc. Et puis, c'est le mauvais côté de la médiatisation, c'est que très vite, on délaisse ce scandale pour passer à un autre. La justice met très longtemps à explorer sous l'angle des réparations ou d'un système punitif pour résoudre ce scandale. On est passé déjà à d'autres scandales à nouveau médiatisés. Et en fait, pour moi, c'est entre deux périodes de scandales médiatisés qu'il faut s'intéresser à l'éthique. C'est en permanence, de façon à se prémunir contre l'émergence de scandales futurs, que ce soit dans le monde politique, économique, dans la médecine. Et donc, on a sans doute en France de plus en plus une manière nord-américaine d'appréhender ces questions d'éthique. Au niveau des conflits d'intérêts. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi influencé par les directives légales, par la loi Sarbanes-Oxley qui conduit toute entreprise cotée à New York, sur le marché new-yorkais, à avoir mis en place des dispositifs pour prévenir, régler les conflits d'intérêts. Bon, ça a forcé les employeurs français à se pencher sur ces questions. Je me permets une question en termes de gouvernance, parce que vous avez un intérêt sur la gouvernance d'entreprise. Au sens large, oui. C'est ça. Partenarial. OK. Je vous amènerai au niveau des conseils d'administration. Pensez-vous que l'éthique a sa place au sein des conseils d'administration? Peut-elle être utilisée? Elle a sa place dans le conseil d'administration classique qui est là pour, on va dire, optimiser la gouvernance actionnariale. Donc ça renvoie à l'éthique des actionnaires, voire l'éthique des petits actionnaires, à l'activisme actionnarial, etc. Mais pour moi, à l'avenir, sans nul doute, l'éthique a sa place dans des conseils d'administration tournés vers les parties prenantes, où on aura de plus en plus l'obligation pour une organisation d'avoir une légitimité totale et donc d'avoir des représentants de toutes les parties prenantes dans le conseil, dans le board, dans le conseil d'administration. Et donc, les outils autour de l'éthique doivent nécessairement s'améliorer, se raffiner, se développer, et doivent être utilisés pour, au niveau de la gouvernance, mieux aider chacun à prendre conscience de ce qu'est une organisation, et pour les entreprises, du rôle de création de valeur pour l'ensemble de la société et pas que pour les actionnaires. Donc, cette conversation-là que nous avons découle du livre, qui a déjà plus de 21 ans. Et je me demandais si vous aviez à le refaire aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le livre? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous vouliez changer? En 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. 12 000 exemplaires après. Je changerais beaucoup de choses, notamment la deuxième partie du livre qui était peut-être plus inspirée de la thèse et qui a beaucoup évolué. Et donc, il faut nécessairement que je pense à une réédition et à de nouveaux chapitres. Et j'introduirais des nouvelles thématiques, des nouveaux enjeux, l'intelligence artificielle. Les voitures autonomes ont réactivé
les dilemmes du type le tramway, le dilemme du tramway, du trolley, parce qu'on se demande qui il faut protéger lorsqu'on met au point une voiture autonome. Est-ce qu'on protège le conducteur, les passagers ou l'environnement, les piétons autour de l'entreprise? Et ça, plus globalement, dans les organisations, tout ce qui touche à la digitalisation, à la révolution 4.0, ça amène à de nouvelles responsabilités. C'est vrai dans le domaine de l'éthique militaire, on le voit avec les robots tueurs ou des choses de ce type. Mais pour le monde de l'organisation, le monde des entreprises, le monde économique, ça aussi renvoie à des problèmes, par exemple en gestion des ressources humaines, en recrutement, les algorithmes qui peuvent discriminer ou au contraire prévenir les discriminations. Et donc pour moi, ça serait un enjeu majeur qui était très peu abordé il y a 20 ans dans cet ouvrage. Je dirais aussi plus globalement, on est passé de la marginalité de l'éthique à maintenant le mainstream, mais je cherche la traduction en français. Courant majeur. Je ne sais pas comment vous dites Oui. au Québec, mais mainstream. Voilà, le courant principal. Exactement. Et ce courant principal qui fait de l'éthique un thème majeur, ça se voit aussi avec... il faudrait sans doute faire une étude du contenu des thèmes abordés à Davos chaque année en Suisse. De plus en plus, responsabilité sociale, éthique, développement durable apparaissent comme des thèmes majeurs si on veut pouvoir surmonter et gérer la transition écologique. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai très peu parlé de développement durable. Dans mon idée, le développement durable renvoie à la responsabilité sociale, mais c'est un concept au départ plus politique, macroéconomique, porté par des institutions internationales. Et c'est vrai que certaines entreprises se le sont appropriées et au lieu de parler de responsabilité sociale, parlent de développement durable. Ça renvoie à peu près aux mêmes thématiques. Et quand on regarde les directives de l'ONU ou de l'OCDE sur la gouvernance au sens large des organisations, on voit qu'éthique, RSE, développement durable se recoupent totalement, mais ça a au moins un intérêt, c'est que ça montre la montée, ça met en avant la montée des enjeux écologiques. Et il y a encore quelques années, je me souviens dans les années 1990, dans ma tête, quelque part, la RSE, c'était plus le social, au sens relation avec les salariés, la communauté économique et la communauté de travailleurs, ou l'infrastructure socio-économique. Et puis, développement durable, c'était l'écologie, l'environnement naturel, la nature. Bon. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un rapprochement total. La RSE, c'est et social et écologique. Et le développement durable, c'est aussi, en RH, en ressources humaines, c'est aussi sensibiliser les salariés à l'économie, à économiser les fluides, l'énergie, avoir des séminaires pour s'occuper de la minimisation des rejets, éliminer les objets plastiques à usage unique. Et donc, le RH est aujourd'hui porteur d'une philosophie de responsabilité sociale ou de développement durable qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques années. Et je dirige un master de gestion des ressources humaines. Depuis quelques mois, quelques années, plusieurs anciens diplômés sont venus me contacter pour me dire « on m'a donné le thème de la responsabilité sociale ou du développement durable à gérer aussi. Je voudrais savoir par quoi il faut commencer. » Bon. Donc je réponds toujours, bon, au moins le séminaire que j'ai donné à l'époque peut d'abord donner un certain fond utile pour aborder ces questions. Puis ensuite, il faut, je conseille d'aller voir les normes de l'ISO 26000, le guide, pour dire voilà, par où commencer et qu'est-ce qu'on met en place et c'est parti. En terminant, est-ce que vous faites une différence, parce que vous avez parlé des enjeux que vous pourriez ajouter si vous aviez à refaire certaines sections de votre livre. Est-ce que vous feriez une différence entre l'éthique organisationnelle et l'éthique des affaires? Moi, j'ai jamais apprécié la traduction littérale de business ethics en éthique des affaires, parce que d'abord, affaires, ça renvoie aux affaires au sens péjoratif, aux affaires de mauvaise conduite, aux dérives, à la corruption, etc. Et puis parce que les affaires, business, c'est une traduction qui est un peu vieillie.
Et donc, je préfère éthique organisationnelle. Ça me paraît beaucoup plus représentatif de la portée de cette question et de la manière dont on peut qualifier l'ensemble des sous-thèmes ensuite que vont rencontrer les organisations. La question de la diversité, la protection de l'environnement naturel, la canalisation des comportements à travers les conflits d'intérêts, la lutte contre la corruption, etc. Éthique des affaires, je trouve que ça renvoie pas bien à ça. En terminant, quel conseil donneriez-vous à un haut dirigeant qui serait intéressé à institutionnaliser l'éthique dans son organisation? 3 conseils. D'être patient. On s'improvise pas. Alors, c'est paradoxal parce que quand on interroge notamment des dirigeants de PME qui maîtrisent assez mal les concepts de RSE ou de développement durable, qu'on leur explique ce que c'est, ils vont répondre en disant « Ah oui, donc c'est exactement ce que je fais depuis toujours. On fait de la prose sans le savoir. » Donc, c'est plutôt rassurant quand on a cette idée, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là. Ça veut dire qu'il faut de la patience et un apprentissage pour gérer les paradoxes, parce que les paradoxes sont de toutes parts. On pense, pour anecdote, les pailles en plastique ont disparu un peu partout dans les pays, en tout cas, qui sont les plus avancés sur le plan écologique, mais ont été remplacés parfois par des pailles en aluminium. Il y a déjà eu des accidents de personnes qui chutent avec une paille en aluminium, et là, on préférerait avoir une paille en plastique quand on tombe, plutôt que d'avoir la paille en aluminium dans la bouche. Donc, ça montre que, autre exemple, les plantations en Malaisie d'huile de palme, les interdire, c'est les remplacer par des productions encore pires sur le plan écologique, c'est pas non plus une solution. Donc, un conseil, c'est de la patience, de la persévérance et une volonté de réfléchir à ce que l'on est, aux valeurs que l'on porte, quelles que soient les difficultés qui surviendront. Parce que c'est trop facile d'afficher sa responsabilité sociale quand tout va bien. Et c'est plus compliqué, mais c'est pourtant l'enjeu de la démontrer quand tout va mal. Donc, on ferme une boucle au niveau de la raison d'être, ce que vous aviez évoqué Exactement. au tout début. Ça renvoie aussi à ça, à la raison d'être de l'organisation, à la sensibilisation de ce qu'est une organisation ou une entreprise, de son rôle de création de valeur. On parle de légitimité. Et si on veut institutionnaliser l'éthique, on pourrait dire qu'il faut tout faire pour que l'organisation soit jugée légitime par le reste de la société. Merci beaucoup. Merci.